Savez-vous à quoi pensent le plus souvent les scientifiques? À développer un médicament contre le cancer, à inventer des technologies pour arrêter le réchauffement climatique, ou au moins à trouver comment arrêter de fabriquer des armes nucléaires meurtrières et transformer l'atome en énergie pacifique? Pas du tout. Énormément de ressources intellectuelles, de temps et de moyens matériels sont consacrés à la recherche de signaux venant de l'espace et au développement de méthodes appropriées pour les recevoir. Pourquoi mettons justement l'accent là-dessus? Très probablement, cela vient de la sociabilité maniaque de l'humanité, qui dépasse largement les frontières de la Terre, ainsi que du désir de se faire connaître et de trouver des preuves que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pourquoi en avons-nous besoin? La question est rhétorique. Même Stephen Hawking mettait en garde contre les conséquences négatives non évidentes d'un tel contact. Nous continuons de chercher et la persévérance a souvent payé. Le premier résultat est apparu en 1977 lorsque le radiotélescope Grande Oreille dans l'Ohio a capté le signal « Wow ». Il a été documenté sous la forme de quelques lettres parmi une multitude de chiffres dispersés de manière chaotique. Les astrophysiciens ont donné des kilomètres de conférences et écrit des milliers de traités scientifiques à propos de ce signal. Certains ont pensé qu'il ne s'agissait pas d'un signal extraterrestre, mais d'un micro-ondes oublié allumé au laboratoire. Quoi qu'il en soit, ce message venu de l'espace occupe une place de choix dans la collection de la Société historique de l'État de l'Ohio. Peut-on vraiment se vanter de cela après des décennies d'observation? Bien sûr que non. Examinons quelques-uns des signaux radio les plus célèbres reçus grâce à notre équipement depuis le début de la surveillance de l'univers à la recherche de traces de vie extraterrestre. Hubble. SHGB 02+14A, un cri venu du néant. Vous pensez que c'est du pathos pour attirer l'attention? Pas du tout. En fait, le signal a été détecté là où on s'y attendait le moins. C'est un vaste vide entre les constellations du Bélier et des Poissons, sans étoiles ni planètes sur un millier d'années-lumière. Le projet Search for Extraterrestrial Intelligence, lancé dans le but de rechercher la vie extraterrestre, a une fois de plus démontré son efficacité. Cela s'est produit en 2003. Le signal n'a été capté qu'1 minute, mais pendant ce temps, il changeait de fréquence de façon incroyablement rapide en augmentant. Était-ce une tentative d'une civilisation intelligente de nous contacter? Les échos d'une vie cachée dans les profondeurs du cosmos? Ou la pureté captée d'une navette traversant le vide par hasard? Pour l'instant, aucune de ces questions n'a de réponse. La voix d'outre-tombe d'un trou noir. En 2003, une année riche en découvertes de ce genre, des astrophysiciens ont réussi, grâce au télescope Chandra, à enregistrer la véritable voix d'un trou noir, profonde, menaçante, mystérieuse. Mais il a fallu attendre 19 ans pour que ce grondement puisse être entendu par les autres. Les scientifiques ont dû fournir de gros efforts et augmenter la tonalité des signaux de 58 octaves pour rendre le son audible. Le trou noir dont il était question se trouve à une distance monstrueuse de la Terre, à 250 millions d'années-lumière dans la constellation de Persée. La trace de matière noire en rayon X, elle a été détectée par l'Agence spatiale européenne dans le même amas de galaxies de la constellation de Persée. Les astronomes associent ce signal en rayon X à des signes indirects de la présence de matière noire qui, comme on le sait, représente environ 22% de la masse totale de matière dans l'univers. Faisons une courte pause et réfléchissons un peu.
Depuis que la Terre est entourée d'une ronde de divers télescopes orbitaux, sans parler des observatoires terrestres, toute activité physique dans l'espace, qu'il s'agisse d'événements astronomiques de différentes échelles comme les explosions de supernovas, l'émission de jets, le comportement des étoiles à neutrons et des magnétars, ne passe pas inaperçue, car elle s'accompagne d'une émission radio. Celle-ci, à son tour, est enregistrée à l'aide d'un équipement approprié. Tous les messages de l'univers ne peuvent pas toujours être correctement interprétés. Le déchiffrement de quels signaux inquiète le plus les scientifiques? Ce sont les sursauts radio rapides. Ils sont totalement imprévisibles, apparaissent soudainement et ne durent que quelques millièmes de seconde, ce qui les rend difficiles à étudier. Récemment, l'un de ces sursauts a particulièrement intrigué les astronomes. ASKAP, J1935 plus 20 et 148, instable, capricieux, inconnu. C'est ainsi qu'on peut décrire ce signal étrange qui se comporte de manière totalement incompréhensible, bloquant toute tentative d'expliquer son origine. Qu'est-ce que nous voulons dire? En fait, le signal provenant d'un même endroit présente 3 configurations totalement différentes. Sans savoir que l'éruption radio provenait d'un seul point, les astronomes auraient cru à 3 signaux distincts. Au début, pendant environ 50 secondes, il y a des éclairs électromagnétiques très intenses avec des ondes allant dans une seule direction. La deuxième partie du ballet cosmique de Marléson est représentée par des impulsions très faibles, 26 fois plus faibles que les précédentes, qui ne durent littéralement qu'un instant, environ 370 millisecondes. La troisième partie du signal est un silence effrayant, comme si l'univers, après sa mort thermique, s'était installé sur ce fond. Ce signal est observé par un observatoire australien équipé d'un puissant radiotélescope. Qu'en pensent les spécialistes locaux et internationaux? La principale hypothèse est qu'il s'agit des échos de l'activité d'une étoile à neutrons. On suppose également qu'une naine blanche pourrait se comporter de la même manière. Les 2 formes sont le résultat de la mort d'un corps céleste de taille plus importante. Ce n'est pas une hypothèse parfaite, car tous les paramètres du signal ne correspondent pas à la physique de ces objets. Mais faute de mieux, comme on dit. Il faut tout de suite préciser que ASKAP-J, 1935 plus 20 et 148 n'est pas unique. Depuis 2006, des signaux similaires ont déjà été détectés à plusieurs reprises. Leur périodicité différait, mais leurs propriétés étaient semblables. Évidemment, des hypothèses sur des signaux extraterrestres ont immédiatement surgi, surtout à la lumière des conclusions selon lesquelles les périodes d'émission de ces signaux radio sont trop longues. Et pour les expliquer, il faut faire appel à des champs magnétiques extrêmement puissants, dont la nature est inconnue des scientifiques. Comme il existe plusieurs de ces objets, les astronomes tentent de tempérer l'enthousiasme de ceux qui y cherchent une trace extraterrestre. Il s'agit probablement de corps célestes, et non de civilisations extraterrestres, même s'ils ont des propriétés exotiques et incompréhensibles pour nous. D'ailleurs, pour entendre des sons d'origine extraterrestre, il n'est pas nécessaire de diriger des radiotélescopes vers l'espace profond. Des informations audio peuvent aussi être obtenues du rover martien. Avez-vous déjà entendu le bruit d'un ouragan sur Mars? Cette tempête de sable, surnommée le diable de poussière, a vu son bruit enregistré pour la première fois en 2022. Dans l'histoire de l'exploration des planètes proches de la Terre, c'est pour l'instant un cas unique. Des tourbillons apparaissent très souvent sur la planète rouge. Beaucoup d'entre eux atteignent 125 mètres de hauteur et le vent souffle à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h. Pour finir, mentionnons un autre signal, probablement le plus mystérieux de tous ceux reçus jusqu'à présent, J183-910, la lumière d'un phare universel. En effet, le signal ressemble à l'éclat périodique d'un phare, mais pas d'un phare posé sur des rochers au milieu d'une mer agitée, plutôt d'un phare incroyablement puissant, perdu quelque part dans l'obscurité cosmique. Depuis 2018, toutes les 22 minutes, les équipements terrestres et orbitaux enregistrent le même signal. Il a été découvert pour la première fois par un étudiant qui travaillait sur un projet à remettre par la suite. L'activité consistait à examiner des signaux radio clignotants. Et puis, à un moment donné,
un gars nommé Taïron est tombé sur un signal étrange émis avec une persistance étonnante et une fréquence répétitive. On avait l'impression qu'une énorme lanterne de phare se tournait périodiquement vers la Terre et envoyait un faisceau d'ondes radio dans notre direction. Taïron a signalé l'étrange signal à sa mentor, mais même ensemble, ils n'ont obtenu aucun résultat pour comprendre ce que cela pouvait être. Au début, le message venu de l'espace arrivait toutes les 18 minutes, mais pendant que la mentor et son protégé étudiaient ce phénomène, le signal a complètement disparu. Et cela pendant 3 mois entiers, plongeant ces chercheurs involontaires dans le désespoir. Ensuite, un événement surprenant s'est produit. Il est réapparu, clignotant cette fois toutes les 22 minutes. La nature du signal était très similaire, c'est pourquoi les scientifiques l'ont associé au précédent. Pourquoi a-t-il disparu pendant 3 mois? Qu'est-ce qui produit ce signal? Pourquoi la fréquence de son apparition a-t-elle changé? Tant de questions et presque aucune réponse. D'autres chercheurs se sont penchés sur le projet et ont découvert que des signaux similaires arrivent sur Terre depuis plus de 35 ans, ayant été détectés pour la première fois en 1988. Mais le facteur humain et la négligence ont fait leur œuvre. Les données ont simplement été mises de côté et oubliées. On ne sait pas comment les choses se seraient passées par la suite sans l'étudiant Taïron. Qu'ont donc entrepris les scientifiques après avoir découvert les circonstances connexes? Ils ont commencé à calculer d'où provenait exactement ce signal. Il s'est avéré que l'objet, on ne sait pas s'il s'agit d'un pulsar ou d'une civilisation lointaine, se trouve à une distance de 15 000 années-lumière de nous. Le signal continue d'apparaître sur les écrans des instruments de la National Aeronautics and Space Administration toutes les 22 minutes. Mais il n'y a toujours aucune correspondance avec des objets déjà connus. C'est peut-être l'heure de gloire du projet Search for Extraterrestrial Intelligence que ces adeptes attendaient depuis si longtemps. Faut-il préparer des chapeaux en aluminium pour rencontrer des extraterrestres humanoïdes? Les scientifiques portent en pair, comme toujours, l'enthousiasme du public. Ils estiment que l'objet émettant ce signal est d'origine naturelle, par exemple un pulsar. C'est lui qui se comporte comme un phare cosmique, pulsant avec une énergie incroyable. Il se peut aussi que ce soit un magnétar, cependant, en plus des ondes radio, il devrait également émettre une quantité importante de rayons X. Dans le cas du signal J183-910, il n'y a rien de tout cela. Ce remue-ménage rappelle une fourmilière surgie dans le collisionneur de Hadron. La recherche moderne s'apparente à des fourmis observant le boson de Higgs. On ne comprend rien, mais c'est très intéressant. Cependant, rien ne nous empêche de faire des suppositions. Alors n'hésitez pas à proposer des idées sur ce qui nous envoie des signaux avec autant d'insistance. Chacun de nous a déjà souhaité au moins une fois dans sa vie remonter le temps pour changer le passé et éviter de commettre des erreurs critiques. Soyez honnête, cela ne vous est-il jamais arrivé? Et qu'en est-il de jeter un coup d'œil dans le futur? N'aimeriez-vous pas voir notre Terre dans un siècle ou dans un millénaire? Dans la célèbre série télévisée américaine de 2024, Matière Noire, le personnage principal affirmait à plusieurs reprises « Dans cet univers, tout ce qui peut arriver finira forcément par arriver ». Il existe des milliards de versions de la réalité. Quelles conclusions en tirer? Des conclusions très simples et logiques. Voyager sans préparation adéquate, que ce soit dans le passé ou dans le futur, peut apporter de nombreuses mauvaises surprises, perturber gravement le cours des événements, voire complètement détruire la vie du voyageur téméraire. Si l'on prend en compte le continuum espace-temps, les critères suivants sont connus. Dans l'espace, nous pouvons nous déplacer dans différentes directions, de haut en bas, de droite à gauche, et ainsi de suite. Mais dans le temps, c'est seulement en avant et pas autrement. Alors, peut-être qu'il vaudrait la peine d'essayer d'avancer plus vite. Nous en parlerons plus tard, mais pour l'instant, il vaut la peine de réfléchir à ceci. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Voyager dans le futur ou dans le passé? Théoriquement, il est plus facile de pénétrer dans le futur. Pour cela, il existe 3 voies relativement réelles. La voie physique, la voie quantique et la voie biologique. En réalité, à chaque instant, nous voyageons vers le futur, que ce soit en achetant du pain, en dormant ou devant l'ordinateur, vieillissant chaque seconde. Mais c'est un voyage trop ennuyeux et trop lent. Alors que se déplacer à la vitesse de la lumière ou à une vitesse proche pourrait bien réaliser le rêve du voyageur en l'envoyant dans le futur. La preuve en est le paradoxe des jumeaux.
Pour résumer en 2 mots, le frère qui est parti en voyage spatial à la vitesse de la lumière a vieilli beaucoup moins que celui qui est resté sur Terre. Donc, techniquement, il est quand même possible de ralentir le temps. Même la montre du frère voyageur, selon ce paradoxe, retardera par rapport au chronomètre de son jumeau casanier. Autrement dit, la position d'une personne dans le temps est un indicateur assez subjectif, donc en accélérant suffisamment, on peut vraiment se déplacer dans le futur. D'ailleurs, on peut obtenir un effet similaire près de l'horizon des événements d'un trou noir dans une zone de gravité extrêmement élevée. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Voyager à une vitesse énorme permet simplement de se déplacer plus vite que le cours naturel du temps, comme si on le dépassait. Et à la fin, il n'y a ni ville du futur, ni sphère de Dyson, ni Mars colonisé. Si l'on y réfléchit, la cryoconservation peut être considérée comme une sorte de capsule temporelle. On s'endort dans le passé, on se réveille dans le futur. Dans ce contexte, on peut aussi évoquer les possibilités réelles de la téléportation, soit le transfert d'informations et d'objets vers divers points de l'espace-temps. Mais laissons de côté le voyage vers le futur et concentrons-nous sur le passé. Existe-t-il des moyens permettant d'entreprendre un tel voyage? N'est-ce pas fascinant de voir de quoi les dinosaures sont réellement morts, comment les pyramides ont été construites et où l'Atlantide a disparu? En fait, comme nous l'avons découvert plus tôt, en accélérant dans l'espace, le voyageur ralentit dans le temps, ce qui signifie que cet effet pourrait également faciliter les voyages dans le passé. C'est précisément sur ce principe que fonctionnent les trous de verre, des moyens hypothétiques de traverser le temps et l'espace. Pour comprendre ce qu'est un trou de verre, il faut imaginer une pomme à travers laquelle rampe un verre. Mais au lieu d'une pomme, c'est un univers sphérique immensément vaste, et le tunnel creusé par le verre représente le chemin vers le futur ou le passé. Un audacieux qui oserait entreprendre un tel voyage pourrait se retrouver en n'importe quel point du macrocosme, existant à n'importe quel moment du temps. Le problème, c'est que de tels portails sont très instables et nécessitent une quantité colossale d'énergie pour rester fonctionnels. Certains scientifiques futuristes considèrent les trous noirs comme de tels trous de verre. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça semble vrai, n'est-ce pas? D'ailleurs, un trou de verre peut réserver une très mauvaise surprise à un voyageur malchanceux. Il peut s'effondrer avant qu'il ne ressorte de l'autre côté. Ce phénomène s'appelle le pont d'Einstein-Rosen ou trou de verre infranchissable. À une personne qui se retrouve dans un tel corridor, la lumière d'un autre univers, situé de l'autre côté du trou de verre, s'ouvrira un instant, mais ce sera tout ce qu'il verra, car l'instant d'après, le pont s'effondrera et la singularité le réduira impitoyablement en atomes. En tout cas, c'est ce que disent les démonstrations mathématiques présentées par Albert Einstein et Nathan Rosen, en l'honneur desquelles ce trou de verre infranchissable a été nommé. Cependant, il existe une condition dans laquelle le portail ne s'effondrera pas. Le trou de verre doit être soumis à une matière exotique ayant une densité d'énergie négative. Cette substance hypothétique mentionnée intervient également invariablement dans d'autres expériences de pensée sur les voyages dans le temps, en particulier vers le passé. Pensez-vous qu'il existe une matière ou une particule qui ignore tous les avertissements et les calculs ingénieux et, envers et contre tout, traverse le temps et l'espace? Vous serez surpris. Mais une telle particule existe et c'est le tachyon. Pour l'instant, il a le statut d'entité hypothétique dont la masse est un nombre imaginaire. Comme le nom l'indique, ce nombre est lui aussi au-delà de la compréhension, tout comme la particule elle-même. Il est tout à fait possible d'expliquer ce que c'est. Un nombre imaginaire, multiplié par lui-même, donne un résultat négatif. Dans la vie quotidienne, pour une personne ordinaire, il est absolument inutile. Cependant, comme outil mathématique en électrotechnique ou physique quantique, les nombres imaginaires sont indispensables. Les tachyons eux-mêmes apparaissent également souvent dans la théorie des cordes. Là, la particule est un composant de l'état de vide de la corde. Vous pouvez vous demander pourquoi nous avons besoin d'une particule hypothétique et en plus avec une masse imaginaire. Mais finalement, les voyages dans le temps restent, pour l'instant, imaginaires. Cependant, si le tachyon existe malgré tout, il serait incroyablement intéressant de plonger dans les lois de sa réalité. Par exemple, puisque la particule se déplace plus vite que la lumière, il est impossible de voir l'approche du tachyon, mais lorsque le tachyon passe le point le plus proche de l'observateur, la personne verra un objet divisé en deux, se déplaçant dans des directions opposées. D'ailleurs,
S'il se déplace plus lentement que la vitesse de la lumière, il perdra ses propriétés et se transformera en quelque chose d'autre. Comment le temps s'écoule-t-il pour la particule elle-même ? On dit qu'il s'écoule à l'envers, bien que cela ne soit aussi qu'une hypothèse. Mais la façon dont le tachyon pourrait changer notre vie simplement en y apparaissant dépasse l'entendement. Tout d'abord, le fait qu'en théorie une particule soit capable de se déplacer plus vite que la lumière remet déjà sérieusement en cause les fondements de la théorie de la relativité restreinte. Deuxièmement, si le tachyon existait, cela conduirait à une violation du principe de causalité, et l'effet précéderait la cause. Est-il même possible d'imaginer une telle chose ? Comment, par exemple, une étoile pourrait-elle exploser alors qu'elle n'est même pas encore née ? Ce serait facile de se retrouver dans une boucle de causalité. On peut donner plusieurs exemples frappants de cette situation paradoxale à tout point de vue. Écrivez une lettre à votre moi passé expliquant comment construire une machine à voyager dans le temps. Il en résulte toute une série de questions. Comment pouviez-vous savoir pour le voyage avant de l'avoir effectué ? Et si vous ne le saviez pas, alors qui a écrit le message ? Enfin, le paradoxe le plus célèbre est celui du grand-père. Le petit-fils retourne dans le passé et tue son grand-père, ce qui l'empêcherait de naître et donc de tuer son grand-père. Une logique implacable. Heureusement, à ce jour, il n'existe aucun exemple de boucle de causalité, bien que ce phénomène mystérieux fasse l'objet de débats philosophiques et scientifiques, il intervient également dans les intrigues de films fantastiques. Existe-t-il une solution à ces paradoxes insolubles ? Oui, et elle est très élégante. Comme on le sait, à toute action correspond une réaction. C'est pourquoi, pour les paradoxes temporels, le physicien soviétique Igor Novikov a proposé un contre-argument, une théorie destinée à les résoudre. Elle est facile à expliquer en prenant l'exemple du même paradoxe du grand-père mort. Lorsque le principe d'autocohérence de Novikov entre en jeu, le petit-fils, se retrouvant dans le passé, soit ne pourra pas trouver son parent, soit l'arme ne tirera pas, soit d'autres événements surviendront pour empêcher le meurtre. Cependant, revenons à la particule hypothétique. Quelles autres caractéristiques méritent d'être mentionnées ? En poursuivant la liste interrompue, troisièmement, les tachyons pourraient transmettre des informations dans le passé, ce qui ouvrirait des possibilités incroyables et un potentiel pour les voyages dans le temps. Autrement dit, en essence, nous pourrions changer notre passé, et donc notre avenir. Nous pourrions corriger non seulement nos propres erreurs, mais aussi celles de nos ancêtres, ou même empêcher notre propre mort. Maintenant, expirez et réfléchissez. Peut-être que la théorie spéciale de la relativité qui interdit tout ce chaos est notre talisman contre le chaos, les paradoxes temporels et les boucles de causalité, et encore. Vous vous demandez s'il existe des preuves de l'existence des tachyons ? Malheureusement, il est pour l'instant impossible de les obtenir expérimentalement, tout comme de les confirmer de manière empirique. Leur existence soulève non seulement des contradictions théoriques, mais aussi des limitations énergétiques. Pour qu'un objet se déplace plus vite que la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie, ce qui, encore une fois, contredit les lois de la physique. Bien que, peut-être, ces lois ne soient pas tout à fait exactes, ou que les tachyons ne les connaissent tout simplement pas. Une chose est claire, la vitesse du tachyon est supérieure à celle de l'interaction des particules dans notre monde. C'est-à-dire qu'il ne s'inscrit absolument ni dans la trame espace-temps, ni dans la trame causale de l'univers. Quoi qu'il en soit, les recherches dans ce domaine ne cessent pas. C'est pourquoi, à l'avenir, il est tout à fait possible que nous ayons des gadgets à base de tachyons. Et vous pourrez enfin vous adresser à vous-même à 8 ans. Et vous avertir de ne pas sauter de ce garage. Malgré les critiques du principe d'autocohérence de Novikov, selon lesquelles il décrit plutôt le résultat que le processus de protection du passé, il se pourrait tout de même qu'il résolve les paradoxes mentionnés et ouvre de nouvelles possibilités pour les voyages transtemporels. Vous imaginez à quel point un tel voyage pourrait être passionnant. Écrivez dans les commentaires où exactement vous aimeriez vous rendre. Peut-être à l'époque de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ou au moment de la construction du colosse de Rhodes. Ou peut-être que vous vous demandez comment la Terre elle-même ou une autre planète s'est formée. Dans tous les cas, une chose est évidente, lorsque de tels voyages deviendront réalité, notre monde ne sera plus jamais le même. Qui parmi nous ne voudrait pas vivre éternellement ? Malgré de nombreux débats, le nombre de personnes souhaitant obtenir l'élixir de jouvence ne diminue pas avec les années, cependant la nature impose ses propres lois. Tout a un début et une fin.
Cela concerne la brève vie humaine ainsi que l'existence des grandes galaxies et de l'univers. Ces monstres vivent incomparablement plus longtemps que nous, mais eux aussi peuvent être nouveau-nés, jeunes, vieillissants et morts. Comment se déroule l'évolution des galaxies et à quelle période a-t-elle commencé? À quels signes pouvons-nous déterminer leur âge et, surtout, pourquoi n'observons-nous pas actuellement la naissance de jeunes galaxies? Galaxies. Depuis les années 1920, Edwin Hubble, célèbre cosmologiste et astrophysicien américain, a étudié l'évolution des galaxies. Elles peuvent naître de manière spectaculaire et flamboyante et parfois se former progressivement et par étapes. Cependant, tous les processus évolutifs possèdent un certain nombre de mécanismes communs. Les télescopes modernes sont capables de plonger au cœur même de l'univers, littéralement jusqu'aux origines du Big Bang. Et qui découvre-t-il? La réponse est évidente. On y trouve des galaxies très anciennes, dont l'âge est pratiquement égal à celui de l'univers. Mais voici ce qui est paradoxal. Il y a une abondance de vieilles galaxies dans le macrocosme, alors que les jeunes, nous ne les observons qu'à d'énormes distances de nous, tout au début de la naissance de notre monde. Pourquoi cela se produit-il ? Qu'est-ce qui empêche l'apparition de jeunes galaxies aujourd'hui? Il est remarquable que les processus de naissance des étoiles soient tout à fait accessibles à la surveillance astronomique. L'exemple le plus connu d'un jeune amas d'étoiles est les 7 sœurs, ou Pléiades. Il est si brillant que l'on peut voir ces étoiles à l'œil nu, même dans le ciel d'une ville, malgré la pollution lumineuse. Cet amas a été observé par les astronomes depuis l'Antiquité et il a été nommé d'après les nymphes grecques, les sœurs filles du titan Atlas. L'âge de ce groupe d'étoiles est de 115 millions d'années, ce qui correspond littéralement à la période de la puberté si on le compare à la vie humaine. On pourrait croire à un terrain idéal pour observer la naissance d'une jeune galaxie, mais ne concluez pas trop vite. Vous pensez qu'avec des millions d'années, cet amas va se renforcer et devenir quelque chose de plus grand? Je suis obligé de vous décevoir. Dans environ 500 millions d'années, la plupart des étoiles des Pléiades deviendront soit des trous noirs, soit des étoiles à neutrons, ou bien elles exploseront et se transformeront en supernova. Ainsi, l'amas sera presque vide, ayant perdu les 3/4 de sa population, et dans 1 milliard d'années, il ne restera plus qu'une dizaine d'étoiles. Et pourtant, de nouvelles galaxies naissent-elles en ce moment même? Dans ce contexte, on peut citer en exemple les processus de fusion, lorsque la collision de 2 galaxies donne naissance à une seule immense galaxie. N'oublions pas que notre propre voie, lactée, qui a environ 11 milliards d'années, fusionnera un jour dans une danse folle avec 2 galaxies voisines. D'abord avec le grand nuage de Magellan, cela se produira dans 2 milliards et demi d'années. Et ensuite avec Andromède, qui fonce vers nous à une vitesse de 120 km par seconde. Cela donnera une immense galaxie elliptique nommée Mlé-Coméda. Mais nous ne prendrons pas en compte la fusion des galaxies, et nous allons nous concentrer sur la formation de nouvelles galaxies. Peut-on observer ce processus actuellement? Pour commencer, il convient de déterminer selon quelles lois les galaxies se forment et évoluent. Les scientifiques distinguent 3 principaux mécanismes d'évolution des galaxies, dynamique, spectrophotométrique et chimique. Le sens des processus qui se produisent lors de chaque mécanisme évolutif est clair d'après son nom. L'évolution dynamique des galaxies repose sur la variabilité des mouvements de leurs composants. L'évolution spectrophotométrique implique des métamorphoses du spectre et de la luminosité des objets, tandis que l'évolution chimique est basée sur les changements de la composition chimique de la population stellaire. Comment cette information aide-t-elle les scientifiques à estimer l'âge des galaxies? Comme pour les étoiles, on s'appuie sur les lois de leur évolution. Les astres dont les propriétés et les paramètres sont similaires suivent à peu près le même parcours évolutif. Par exemple, l'âge du Soleil, une naine jaune située au centre de notre système planétaire, est actuellement de 5 milliards d'années. Tout son cycle de vie est 2 fois plus long, soit 10 milliards d'années, tout comme pour des centaines de millions de naines jaunes à travers l'univers. Une approche similaire est appliquée aux galaxies, mais il y a une différence essentielle. De tels objets sont hétérogènes, car dans chaque galaxie, il y a des étoiles de différents types. Comment, dans ce cas, déterminer l'âge d'un amas? Le système solaire est aussi un objet hétérogène, mais nous sommes capables d'en déterminer l'âge. Pourquoi? En fait, dans ce cas, tous les objets sont apparus en même temps. À l'échelle de l'univers,
plus ou moins un demi-milliard d'années ne compte pas vraiment. Donc, il est beaucoup plus facile de déterminer l'âge de tous les participants à un événement commun de formation stellaire. Mais cela n'a rien à voir avec le processus vaste et ambigu de la formation d'une galaxie prise individuellement. Soyons honnêtes, les scientifiques continuent de calculer l'âge des galaxies, faute d'autres repères, en se basant sur les paramètres de leur population stellaire. C'est pourquoi les résultats restent extrêmement approximatifs. Même un enfant comprendrait ce schéma. Si les étoiles les plus anciennes d'une galaxie ont vécu 1 milliard d'années, il est évident qu'elle est relativement jeune. Et inversement, si tous les astres sont d'anciens rayonnements océoréliques, alors, en conséquence, l'amas lui-même a vu beaucoup de choses. Mais si tout se décidait aussi simplement, l'astronomie en tant que science n'existerait pas. Quels écueils cache cette approche annoncée de l'âge des galaxies ? Le problème, c'est que toutes les étoiles que nous observons dans une galaxie étudiée ne lui appartiennent pas forcément. Parfois, elles apparaissent à la suite d'un processus de fusion avec un objet plus ancien. Alors, où pouvons-nous observer le processus de formation des jeunes galaxies ? Le télescope spatial James Webb, qui a commencé à remplir ses fonctions il n'y a pas si longtemps, a semé le trouble dans la communauté scientifique en découvrant 2 galaxies très jeunes, âgées de 300 millions d'années. Pendant tout ce temps, les scientifiques pensaient que l'apparition de tels objets était impossible à une période pratiquement juste après le Big Bang. Mais James Webb a complètement détruit le fondement sur lequel reposaient de nombreuses théories de l'astronomie moderne. De plus, à notre question, le célèbre télescope n'a pas non plus apporté de réponse, car il a découvert des galaxies jeunes non pas en cours de formation, mais déjà formées. Regardons le problème sous un autre angle, peut-être ne faut-il pas juger de l'âge des galaxies uniquement par leur population stellaire. Le comportement des étoiles dans les galaxies obéit à une règle générale, selon laquelle, en plus des astres, il y a quelque chose de plus massif et de plus vaste au centre des amas, autour duquel toute cette agitation se produit. Cette substance, inconnue, est bien plus abondante que les étoiles elles-mêmes. Alors peut-être est-elle apparue avant elles, et l'âge des galaxies devrait-il être calculé en se basant précisément sur les paramètres de cette substance. Nous parlons de la matière noire qui remplit l'univers, ainsi que des galaxies elles-mêmes. Mais là encore, il y a une incohérence. Dans ce cas, il est logique de supposer qu'aujourd'hui encore, des amas de matière noire peuvent favoriser la formation de jeunes galaxies, ce qui expliquerait l'apparition d'amas mystérieux de matière noire invisible. Cela s'est produit dès le début de la formation de l'univers et, selon de nombreuses théories, ce sont précisément les amas ou halos de matière noire qui ont servi de berceau à la naissance des premières galaxies. Aujourd'hui, tout écolier sait que plus un objet est lourd et dense, plus sa gravité est forte. Ainsi, les amas de matière noire étaient suffisamment lourds pour attirer la matière ordinaire, augmentant ainsi encore plus leur masse. Progressivement, le gaz se refroidissait et se fragmentait. C'est ainsi que commençaient à se former les protogalaxies. Mais que se passerait-il si la matière noire n'était qu'une des légendes scientifiques, puisqu'il est extrêmement difficile de l'étudier, même de manière indirecte ? Cependant, le fait que les étoiles se regroupent en ensembles appelés galaxies et ne soient pas simplement dispersées de manière chaotique dans l'immensité du cosmos constitue l'une des preuves de son existence. Il est difficile de contester que le monde est en perpétuel changement. Nos conceptions des théories de l'évolution des galaxies évoluent également. Actuellement, le concept hiérarchique est le plus largement accepté. Selon cette théorie, les galaxies ont commencé à se former et à évoluer simultanément. Et ce sont précisément les condensations de matière noire froide, dont nous avons parlé précédemment, qui ont initié ce processus. Les amas étaient petits, se densifiaient progressivement et, sous l'effet de la gravité, se regroupaient en de grands conglomérats. La théorie est également confirmée par des simulations informatiques. Bien sûr, ce scénario présente aussi des lacunes, mais malgré l'imperfection du concept hiérarchique, il reste à ce jour la théorie fondamentale expliquant l'évolution des galaxies. Mais comment expliquer le fait que nous n'observons pas actuellement la naissance de nouvelles galaxies ? Après tout, les halos sombres n'ont pas disparu ? Oui, ils existent toujours, mais l'époque de la formation active des galaxies est irrémédiablement révolue. N'oublions pas non plus que l'univers se dirige vers sa mort thermique ou une autre fin tout aussi morose. Autrement dit, les galaxies s'éloignent progressivement les unes des autres en raison de l'expansion de l'espace.
Qu'est-ce que la mort thermique de l'univers ou le grand gel? C'est un état d'entropie maximale vers lequel tend tout système physique qui n'échange pas d'énergie avec d'autres. Autrement dit, la mort thermique de l'univers peut être comparée à une extinction progressive due à l'éloignement des galaxies. Si le macrocosme tend réellement vers cet état, alors de quelle naissance de nouveaux amas d'étoiles peut-on parler? Mais il reste de l'espoir car la formation des étoiles, bien que ralentie, ne s'est pas arrêtée. Certaines coïncidences continuent de naître. Ce ne sont pas des paroles en l'air destinées à vous effrayer. Si vous regardez les graphiques de la naissance de nouvelles étoiles depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que le processus était beaucoup plus actif auparavant. Cette situation s'explique aussi par le fait que la matière dont sont faites les étoiles devient de plus en plus rare, absorbée par les trous noirs actifs et dispersée par les vents galactiques. Pour finir, il faut dire que, malheureusement, dans les environs de la Voie lactée, nos télescopes ne trouvent extrêmement peu de jeunes galaxies où des processus actifs de formation d'étoiles pourraient théoriquement avoir lieu, sans parler des protogalaxies. Ainsi, tant que la théorie hiérarchique domine les autres, le vaisseau appelé Univers avance résolument vers sa fin. Cependant, viendra un moment où non seulement les galaxies, mais aussi les nouvelles étoiles cesseront d'apparaître et l'univers deviendra vide. Dans de tels moments, l'homme ne rêve pas de la vie éternelle. Au contraire, il se réjouit de ne pas vivre jusqu'à une fin aussi triste de notre monde global. Mais il ne faut pas désespérer. Nous avons encore quelques centaines de milliards d'années devant nous. Eh bien, terriens, ce n'est pas la fin de la vidéo. D'autres épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires nous attendent. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autres likes. Et de continuer la phrase « Je sais ». Ainsi, vous ferez comprendre que nous avançons dans la bonne direction. Ne zappez pas.